Bonjour, bonsoir. Je vous laisse le temps d'arriver. Toujours une joie de vous retrouver. Coucou Véronique. Je vais juste présenter et puis tu vas arriver, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis conseillère agréée par le Centre Bac et formatrice aussi, et puis auteure de livres sur les fleurs de bac. Et puis je suis aussi, coucou Nancy. Et puis je suis aussi voilà, sophroanalyste de la thérapie de la vie intra-utérine, donc une méthode qui a été déposée par le docteur Claude Imbert, qui est une femme auprès duquel je me suis formée il y a plus de 15 ans, 17 ans je crois. Et donc voilà, alors ce soir on va aborder un sujet qui est nouveau, c'est l'hypnose donc humaniste avec Véronique, mon amie que je vais accueillir tout de suite. Et je voulais juste introduire, c'est-à-dire que voilà, on a chacune nos spécificités. Voilà, Véronique va se présenter bien entendu. Bonjour. Coucou. Et en fait, voilà, toutes les voies sont bonnes, bien sûr, hein, puisque chacun cheminera à sa façon pour découvrir qui il est à travers ce qui lui sera mis sur la route, ce qu'il aura envie de prendre ou pas. Et voilà, alors le but, bien sûr, ce soir, c'est de présenter une forme d'accompagnement. Voilà, vous verrez si ça vous convient ou non. Et puis de partager avec mon ami, parce que voilà, j'ai du plaisir aussi à partager, puis à faire aussi mettre en lumière des gens que j'aime et que j'apprécie, ou des sujets aussi qui me touchent beaucoup. Et donc on parlera peut-être de fleurs de bac ce soir, enfin en tout cas j'aimerais bien, mais bon on va voir. Et du coup ce sera l'occasion voilà d'être ensemble. Alors Véronique, maintenant je ne sais plus voir la demande, donc je vais te dire ok, voir la demande, donc je lance le. Et bienvenue à tous ceux qui sont présents, c'est super chouette. On va pouvoir discuter ensemble. Et puis si vous avez envie de poser des questions, intervenir, hein, surtout, c'est le moment. Hein. Coucou Alors, Véronique. est-ce que vous m'entendez? Très bien, Ah ben voilà, c'est magique. c'est magique. Alors bienvenue dans ce petit format d'une heure. Voilà, encore une fois, il y en a qui disent que c'est trop long, c'est pas le format Instagram, je sais pas quoi, j'en ai rien à fiche. Nous, on papote, hein, le reste, voilà, nous, ça nous plaît. Et puis, voilà, c'est nos émotions et nous, et à travers, coucou Christine, et du coup, à travers tout ça, on va pouvoir prendre ce temps et cet espace pour échanger autour de l'hypnose humaniste. Et, Oui. et voilà, du coup, j'aimerais bien que tu te présentes, Véronique, parce que j'ai un petit peu dit sur la story, etc. Mais là, c'est pas pareil, c'est toi qui vas parler avec tes mots à toi. Ah, il n'y a rien de pire que de se présenter, hein. C'est toujours ouh. Ah ben voilà, en fait, je suis conseillère en fleurs de bac. Je suis comme toi, auteure et formatrice. Donc, les fleurs de bac, ça a été ma première vraie passion. Ça a été la première voie que j'ai trouvée vers la libération quelque part, parce que mes émotions, j'en ai beaucoup, je suis une hypersensible et donc je suis un grand paquet d'émotions. Et en même temps, eh bien, j'étais pas du tout outillée pour les écouter, les entendre, les accueillir, les accepter, etc. Donc les fleurs, ça a été voilà mon premier grand coup de cœur, qui est toujours là. Hein, mon cœur vibre toujours avec les fleurs. Et puis, ben, sur mon chemin, voilà, je suis une éternelle curieuse, donc j'ai toujours envie d'en savoir un petit peu plus, de découvrir. Et donc, pendant plein d'années, j'ai fait des tas de formations dans tous les sens. J'ai toujours appris quelque chose, mais parfois juste, tu vois, 15 jours de formation, je me disais, ah oui, le docteur Bach avait raison quand il disait que la maladie n'arrivait pas par hasard. Je me dis, bon, 15 jours pour ça, ça va. Et puis, ben, il y a des choses ouais, qui m'ont bouleversée, comme les fleurs m'ont bouleversée, et c'est l'hypnose humaniste en fait partie. Et donc, j'ai fait tout mon parcours à l'Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste, hein, avec Olivier Leckert et Patricia D'Angeli. Et puis un jour, j'ai vu passer par hasard un mail qui disait qu'ils allaient former des enseignants et j'ai répondu avant même d'avoir le temps de me dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je vais être capable, etc. Donc après, j'ai pris plein de fleurs pour y arriver, mais voilà, j'enseigne l'hypnose humaniste Exactement. en Belgique. Alors, ouais, du coup, je rebondis, tu vois, sur peut-être la préoccupation aussi mentale. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, parce que je trouve que c'est toujours bien, tu vois, de mettre un petit peu aussi des fleurs en fonction de ce qu'on raconte. Donc, voilà, pour ceux qui savent pas, tous ceux qui pensent un peu trop, justement, c'est white chestnut. Je sais pas, on voit pas bien l'orthographe. C'est la rumination mentale avec tout ce qui va envahir l'esprit. Et puis, les questions aussi du capable.
C'est Oui, c'est l'Arch, l'Arch, hein, oui, c'est ce que tu as dit là. Donc du coup, je vais la montrer aussi. Et l'Arch, oui. ça participe à plus de confiance en soi et peut-être moins de pouvoir se comparer aussi aux autres et de se dire qu'on va y arriver et Oui, qu'on est doté de tout ce qu'il faut pour être formateur pour l'hypnose humaniste. voilà. Et d'ailleurs, ben, j'ai refait parce que j'aime bien de rester, continuer à me former. Donc, j'ai refait une formation il y a quelque temps parce que c'était en ligne, évidemment, c'était beaucoup plus pratique que d'aller jusqu'à Paris. Et au fur et à mesure que j'écoutais, je me disais, ouais, je suis dans le bon, ouais, en fait, je fais bien, ouais, j'explique bien. Je me dis, bah voilà, les fleurs ont agi et la suite a suivi. Bah alors du coup, est-ce que tu peux nous dire comment et quand tu as entendu déjà parler de la première fois d'hypnose humaniste et puis en quoi ça consiste? Alors au départ, j'ai été attirée par l'hypnose. D'abord parce que en faisant de la sophrologie, tu parlais de ça tout à l'heure, en faisant de la sophrologie pour la naissance de mes enfants, j'ai découvert l'état de transe en fait, l'état hypnotique quelque part. Et j'ai vécu un accouchement magique où j'étais la mer et l'océan avec les vagues qui venaient, qui repartaient. Donc c'était juste voilà fabuleux, même si ça reste voilà c'est quand même quelque chose. Et je me suis dit, c'est fascinant, j'ai envie de comprendre en fait comment notre esprit, comment on est capable d'avoir cet impact sur nous-mêmes avec autant de puissance, avec autant de simplicité, avec autant de facilité. C'était fascinant pour moi. Et puis, bon, après quelques méandres, je suis arrivée à l'école, à l'Institut français d'hypnose ericksonienne et humaniste. Et à l'époque, il n'enseignait que l'hypnose ericksonienne. Et il y avait un module de formation de 5 jours d'hypnose humaniste. Alors, je vous expliquerai pourquoi c'est tellement différent. En fait, c'est de l'hypnose, ça c'est le point commun. Mais toute l'idée en hypnose humaniste, c'est de s'éveiller à soi-même, au monde, à la nature, à la vie, de retrouver le lien qui est entre toutes choses. Et donc, l'état de transe est totalement inversé par rapport à ce qui existe dans l'hypnose plus traditionnelle. J'ai goûté ces 5 jours de formation, j'ai arrêté de faire de l'hypnose ericksonienne, c'était terminé, je n'ai plus jamais fait. Et puis, ben, ils ont proposé une formation longue, donc ils l'ont officialisée en l'an 2000, donc ça fait 21 ans maintenant. Hein. Et puis, ben, quand ils ont fait une formation longue en hypnose humaniste, j'ai fait « Oh, je peux revenir ?» Ils m'ont dit « Oui, oui, allez, viens. » Et voilà, et c'est vraiment une approche qui m'a beaucoup parlé, d'abord parce qu'elle est très très proche aussi de la méthode du Dr Bach dans la philosophie. C'est-à-dire que on a tous la réponse en nous-mêmes. Hein, le Dr Bach, il nous dit guéris-toi toi-même. Et le rôle de l'hypnothérapeute humaniste, c'est d'être un guide qui va accompagner la personne sur son propre chemin. Donc on est tout à fait dans la même lignée, dans la même philosophie. On est dans cet esprit que ben, on a tous en nous un potentiel incroyable, mais parfois on a du mal à y accéder tout seul. Et qu'un petit coup de pouce, ça fait du bien. C'est ça. Mais tu vois, tu parles de ce que tu as découvert de l'hypnose ericksonienne et après l'hypnose humaniste, et que tu reparlais de sophrologie. En fait, Claude Imbert, quand elle a déposé ce nom de la sophroanalyse, en fait, le mot sophro, c'est juste comme des états d'induction d'onde alpha. Donc, c'est pas de l'hypnose, mais ça aurait pu s'appeler l'hypnose analyste. Tu vois, Et en ça reste. fait, Mais en fait, c'est un état méditatif qui nous permet non pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régression, on ne va pas retomber dans la vie intra-utérine en espèce d'état comme faisait dans les années 60 avec cette espèce de rebirthing à respirer comme des malades, parce qu'en fait, tu peux très bien faire de la sophroanalyse les yeux ouverts, et cet état de veille, cet état de conscience et d'introspection, il peut se faire en étant là, en fait. Et oui, justement, quand on est super là, on peut être super en onde alpha, et donc dans cet état a priori hypnotique, mais oui. c'est pas l'hypnose, c'est pas toutes les salles qui sont en train de faire dodo et qui lèvent le bras tous en même temps, tu vois. Non, mais il faut le redire parce qu'il Oui. y a plein de gens qui ne savent pas. Alors il y a des gens, quand je dis que je fais de l'hypnose, ils font Oh. C'est ça. Je leur dis, Pour vous ceux qui... inquiétez pas, ça passe par les oreilles. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Mais donc, il y a vraiment en hypnose. Alors, pour revenir sur la sophrologie, Caicedo, qui est quand même le père de la sophrologie, en fait, il faisait de l'hypnose, mais comme l'hypnose fait peur, puisque effectivement les gens font Ah, au secours, C'est ça. ben, il a changé le nom, il a trouvé sophrologie. Et en fait, à cause de l'hypnose de spectacle, alors grâce à l'hypnose de spectacle, on connaît l'hypnose, mais à cause de l'hypnose de spectacle, on en a un petit peu peur.
Et c'est clair que on arrive en fait à faire des choses aux gens quand on les dissocie, hein, ce qui est le principe de l'hypnose classique ou de l'hypnose de spectacle ou de l'hypnose ericksonienne. La seule différence, c'est que la personne, elle est quand même toujours consciente, elle est quand même d'accord, elle est quand même participative quelque part. Si on ne veut vraiment pas, ben voilà, il y a un moment où ça passe pas. Mais pour revenir sur la spécificité de l'hypnose humaniste, c'est que, en fait, pour raconter le début, c'est qu'Olivier Leckert, c'est quelqu'un qui a, depuis tout petit, il parle aux gens. Enfin, il a une manière de s'exprimer. Il s'est beaucoup occupé d'enfants handicapés. Il a un lien avec eux. Il a une communication, une connexion qui, voilà. Et puis un jour, c'est quelqu'un qui lui a dit, mais en fait, ce que tu es en train de faire là, c'est de l'hypnose. Et il a aussi, dans sa vie, eu un événement de quelqu'un de très proche qui est parti, mort et qui est revenu vivant. Donc on sait que quand on vit des expériences de ce genre, ça ouvre l'esprit aussi à beaucoup de choses. Et donc depuis toujours, il a une manière d'être avec les autres, de parler, d'être en connexion, d'être en lien qui, quand on lui a dit que c'était de l'hypnose, il a appris l'hypnose. Il est très très doué dans l'hypnose dissociante aussi. Mais sa femme lui disait, Patricia D'Angeli lui disait, mais pourquoi tu fais pas vraiment ce que toi tu fais? Parce que ce que toi tu fais, c'est quand même différent. Et donc, il a fait l'expérience un jour, l'hypnose, ça sert aussi pour la douleur, par exemple, hein, dans la gestion de la douleur. Donc, il est parfois invité dans des pays étrangers pour aller parler aux gens, apprendre, par exemple, à des congrès de dentistes, leur apprendre comment parler à leurs patients pour qu'ils ouvrent la bouche, qu'ils se fassent soigner sans hurler, sans crier, sans avoir peur. Et donc, il leur apprend des techniques antidouleurs. Et pour ça, quand on fait de l'hypnose dissociante, alors je vais vous raconter une petite histoire. C'est comme quand on va au cinéma. Quand on va au cinéma, on s'assied dans le fauteuil, on se laisse complètement hypnotiser par le film, on oublie qu'on est dans le fauteuil. Parfois, quand le générique de fin arrive, on se dit « Oh mince, je devais faire pipi, j'avais pas senti ». On n'a aucune notion des gens autour de nous. On se met à pleurer, on n'a pas conscience que c'est la musique qui fait ça. Donc en fait, on est dans une transe dissociée, c'est qu'on plonge dans ce film et on oublie tout le reste de la vie. La plupart des formes d'hypnose, c'est un peu de cet ordre-là. Mais ce qu'on va faire, nous, en hypnose humaniste, c'est qu'on va faire autre chose. C'est qu'on va être comme dans cette salle de cinéma, mais absolument conscient de tous nos mécanismes vitaux, qu'on est en train de digérer le popcorn ou la glace qu'on vient de manger, qu'en même temps, il y a des gens partout autour de nous, que les sièges sur lesquels on est assis, ils ont été construits par des gens avec des matériaux qui viennent de la nature ou des matériaux composites, qu'à l'écran, en fait, c'est une lumière qui est derrière, qui projette un film, et que ce sont des gens, des acteurs qui ont des vraies vies aussi. Ah, et là, t'as entendu cette note de musique? Ah, c'est celle qui va te faire venir la petite larme à l'œil. Et celle-là, c'est celle qui va te mettre le cœur en joie. Et donc, bon, ce serait ennuyeux d'aller au cinéma comme ça, parce que finalement, on aurait l'impression d'avoir tellement d'informations qu'on ne saurait pas quoi en faire. Mais en même temps, c'est ça l'idée. C'est qu'en hypnose humaniste, c'est cet état de transe-là qu'on va avoir. C'est qu'on va être en même temps tout à fait conscient qu'on est ici, présent, dans notre corps, qu'on est bien là. Et en même temps, on est en lien avec la nature, la personne qui est près de nous, toute la vie tout autour, avec la planète, les étoiles, l'univers et au-delà, comme disait Buzz l'éclair, mon grand copain, vers l'infini et au-delà. Voilà. Et donc, ça donne un état qui est un état, je pense que c'est des ondes gamma, hein, c'est aussi un état de transe, mais ça fait une espèce d'hyper-éveil comme ça. Et quand on a une difficulté, quand on a quelque chose qui nous embête, en fait, ça nous apparaît comme sous forme de symbole, finalement. Ce qui rend les choses très simples à manipuler, pour faire bouger les choses dans notre vie. Mais d'où le lien aussi, je trouve, très ténu avec les fleurs de Bach, parce que lorsqu'on prend des fleurs de Bach, souvent, on est justement dans cette, pas dissociation, mais souvent, c'est mon expérience, mais c'est ce que j'entends souvent, c'est je me vois agir. Donc attention, on ne parle pas de sortie de corps, hein, mais il y a cette espèce d'extra-conscience qui fait qu'en fait, on est complètement conscient. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est complètement hyper sollicité tout le temps, qu'on n'est jamais vraiment avec soi. Et là, dans ces moments-là, lorsqu'on prend des fleurs de Bach, on a aussi cet état extrêmement complet de « Ok, je fais ça, je me vois agir dans la rumination mentale ou dans mon manque de confiance en moi. » Alors que d'habitude, on n'a pas confiance en soi, point barre. Voilà. Et là, ça me fait penser toujours à ce film Le cercle des poètes disparus. Oui. Tu sais, quand on monte sur la table. Oui.
Et là, on a une vision qui est à 180 degrés et prendre de la hauteur. Alors, ça paraît, c'est comme le mot lâcher prise. Pour moi, c'est pas du tout un truc, au contraire, qui va m'énerver. Mais là, pour le coup, je trouve que ça nous permet d'avoir cette espèce de vision à 180 degrés d'ici et maintenant, qui est juste phénoménale dans ce peut-être. C'est des ondes gamma et permanentes. Mais oui, non, mais c'est ça, hein, bêta, alpha, gamma, elles sont toutes là et physiologiquement, il se passe quelque chose. Oui. En fait, je dirais qu'on vit les choses, quand on est dans cet état de conscience-là, on vit les choses comme un millefeuille. Tu sais, ces pâtisseries qui sont, c'est des milliers de petites couches comme ça. Et donc, on va vivre quelque chose qui va nous bouleverser. Donc, on est dans l'émotion. Voilà, elle est là. En même temps, on sait qu'on est dans cette émotion. Donc, on se voit y être, on se sent y être. Et en même temps, on peut commencer à se sentir, en fait, quels sont les mécanismes qui nous font vivre cette émotion de cette manière-là. Parce qu'on n'a pas d'émotion par hasard. En fait, le principe, c'est on a un esprit pensant, là, hein, notre petit cerveau, là, qui réfléchit bien. Et bon, il sait gérer 7 plus ou moins 2 informations simultanément. C'est déjà pas mal. 9 d'un coup, c'est bien. Mais après, tout le reste de qui on est, en fait, c'est une espèce de grande boîte automatique. Hein. Alors, on l'appelle l'inconscient en psychologie, mais nous, on l'appelle l'automate parce que c'est plein d'automatismes. C'est ce qui fait qu'on va réagir, hein, au lieu d'avoir une habilité à répondre. Hein, j'aime bien Thierry Janssen, il parle de response ability, hein, l'habilité à répondre. Donc quelque chose me arrive vers moi, ben, j'ai le temps de voir et comment je vais répondre. En fait, souvent, on n'est pas dans cette aptitude à répondre. En fait, on est dans dans la réaction, tac au tac, dans la réaction. Et en fait, cette réaction, elle est automatisée par tout ce qui est dans notre boîte mémoire, hein, dans notre automate. Après, notre automate, il est super, il nous maintient en vie, même quand vous dormez, vous respirez. Enfin, je veux dire, il fait plein de choses, il digère pour nous, il gère plein de choses. Mais parfois, en fait, c'est comme un énorme ordinateur, il y a quand même des zones où c'est un peu obsolète, quoi. Donc, quand on était petit et que on se promenait dans la rue et qu'on a vu une grosse madame qui pue et qu'on a dit bec, madame, tu pues, et qu'on a ramassé une tape sur la tête et qu'on s'est fait punir et qu'on n'a pas eu de dessert. En fait, dans la boîte mémoire, il a dit, même si tu vois des choses qui sont vraies, tais-toi. Surtout ne dis rien. Et donc là, on est adulte, on a quelque chose à dire à quelqu'un qui est vrai. Alors, on va peut-être pas lui dire, bec, madame, tu pues, mais on a quelque chose de juste à exprimer. Ah on peut pas. Parce que, en fait, dans la boîte, là, il y a le truc qui fait, surtout, n'ouvre pas la bouche, tais-toi. Et donc, on est adulte, on se voit, on se dit, mais enfin, j'ai des choses à dire, moi, c'est intéressant, c'est dans le respect de l'autre, j'ai des manières, etc. Et pourtant, ça sort pas. Hein. Et donc, toute l'approche, en fait, humaniste, c'est d'accompagner la personne à aller dans sa boîte mémoire, mettre de l'ordre. Sauf qu'on va pas y aller que en rentrant à l'intérieur. Ça, ce serait, quelque part, ce serait pas humaniste, ce serait je le fais pour moi, et tant mieux pour moi, c'est chouette. Et ce qu'on fait, c'est quand on s'ouvre en conscience, c'est-à-dire quand on commence à se relier à la vie, à tout ce qui fait la vie, à tout ce qui fait le féminin du monde, le masculin du monde, l'enfance du monde, etc. C'est en s'ouvrant comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir accès à des symboles. Alors, vous voyez pas ma main, mais des symboles qui viennent d'ailleurs, qui nous concernent. C'est-à-dire que dans notre vie, c'est comme ça que ça s'est incarné. Mais en fait, on va agir à un autre niveau. Ce qui fait que quand on le fait pour nous-mêmes, de cette manière-là, ça change pour nous, mais ça envoie plein de petites bulles d'informations, en fait, partout. Hein, et donc, ça peut servir au plus grand nombre aussi. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et après, je me dis que, tu vois, dans cette machine et cette mécanique-là, des fois, ces choses informationnelles qui peuvent nous empêcher de parler, etc. C'est pour ça qu'on fait le même métier, en fait, toi et moi, parce que sur la thérapie de la vie intra-utérine, c'est aussi aller revisiter toutes ces croyances qui sont justes, puisqu'il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Hein. Si c'est bloqué à ce niveau-là et que ça se passe comme ça, c'est que c'est OK. Mais par contre, d'aller réinformer avec un état de conscience de l'adulte que nous sommes, ça redonne aussi une lumière et ça redonne justement toute cette comment dire, ce côté responsable et proactif qu'on a, de la responsabilité dont on peut se libérer aussi.
C'est-à-dire Oui, qu'on n'est oui, pas victime de notre passé, de ceci, tu vois, comme tu dis, je ne sais plus quel terme tu as employé, mais que c'est, oui, un peu, pas obsolète, mais un peu poussiéreux, on pourrait dire. oui. En même temps, ça fait partie de notre vie, c'est aussi notre chemin de lignée, puisqu'au niveau de l'incarnation, quand on a choisi ces poussières-là, c'est que ça avait du sens. Voilà. Non, voilà. Et c'est aussi parce qu'on arrive à transcender ce sens-là que c'est la joyeuseté de la vie. Ça fait partie de notre expérience de vie. Hein. Il faut Ben rester oui. humble et humain Ah ben, aussi. il y a ni bien ni mal en fait. Il y a ce qui Exactement. est. Voilà. Et alors, la particularité, quand je dis qu'on s'ouvre en conscience, si on devait définir ce que c'est la conscience, en fait, pour les humanistes, la conscience, c'est un grand champ d'information. Et tu parlais de réinformer. Ben c'est ça, c'est qu'en fait, en s'ouvrant en conscience, on a accès à la totalité de l'information. Tout est là. Or, la partie matérielle de notre être, finalement, alors on a l'impression que ça représente quand même beaucoup hein, par rapport à qui on est, Ah oui. mais en fait, c'est 0,4% de ce qui existe. Donc ça, tout ce qui est mon 100% là, en fait, c'est quasi rien finalement. Et il y a beaucoup de choses qui est informationnel, donc énergétique, donc à un autre niveau. Et en agissant à un autre niveau, ben, ça va agir aussi sur la matière. Donc c'est assez intéressant. Moi, je suis encore aujourd'hui, ça fait quand même quelques années maintenant que je pratique ça, je reste émerveillée des résultats. Et en même temps, il y a un côté, bon, ça c'est mon côté un peu spirou, mais il y a un côté parfois un peu bizarre, quoi. On passe une heure avec une personne, on fait un voyage incroyable, on vit des choses absolument fabuleuses, elle a plein d'émotions, il se passe plein de choses, et à la fin, eh ben, je sais pas en fait ce qui a bougé. Il y a plein de choses qui ont bougé, mais je ne sais pas. Et puis, ben, quand j'ai le retour, la personne me dit, ah, mais il y a ça qui a évolué, ça, ça. Donc les changements se font. Hein, et donc l'âme agit, ou la magie, c'est comme on veut. Exactement. La magie, c'est comme la magie des fleurs de bac, tu vois. Il y a Voilà, deux ouais, étapes, mais voilà, il se passe des choses aussi, ça bouge. ouais, ouais. Et tu enseignes depuis combien de temps du coup alors? Alors ça fait quelques années maintenant, je suis nulle avec les dates et les ans, moi, mais voilà, comme j'ai toujours 20 ans dans ma tête, non, je rigole. Ouais, Euh, pourquoi pas, mais hein. en fait, dès que j'ai eu ma certification, j'ai commencé, donc ça doit faire 3 ans peut-être maintenant, 3, 4 ans. Et donc, je fais 2 sessions par an avec des petits groupes. Donc, j'aime bien que ça reste petit, comme ça, je peux vraiment accompagner les gens, voilà, pour en faire des gens compétents. Et c'est très enrichissant aussi d'enseigner parce que finalement, bon, tu le vois avec les fleurs aussi, plus on enseigne, plus on apprend. Bien sûr. Hein. Et donc, bah, moi, ça m'enrichit beaucoup de partager avec les autres. Je dis souvent à mes élèves que finalement, on devrait payer les clients qui viennent nous voir parce qu'avec eux, on progresse, on avance, on apprend, il se passe plein de choses, quoi. Ouais. En fait, on le sait, hein, c'est une Oui, lapide, mais on ne choisit pas de faire des chemins de vie au hasard. Mais c'est pareil pour les jardiniers, pour les oui, sculpteurs et les plombiers. Je veux dire, ça a oui, du sens pour nous de travailler à travers tout ça. Voilà, je l'ai déjà dit souvent dans les lives, mais je suis quelqu'un comme tu t'es présenté aussi avec les émotions. Ben, je veux dire, ça fait partie de nos vies en fait, et c'est par là aussi qu'on devait passer. Et c'est à travers, bien sûr, tout ce qu'on a expérimenté qu'on arrive aussi à faire qui nous sommes. Et tu vois, moi, j'ai fait un truc par rapport à ça il y a une quinzaine d'années. Je cherchais du boulot et j'avais une personne que j'accompagnais, figure-toi, en sophroanalyse, qui faisait de la graphologie et qui m'a beaucoup accompagnée justement dans cette recherche de quête aussi de confiance en moi, parce que c'est quand même ça a été mon grand truc pendant des années. Eh bien, elle m'avait dit, essaie de mettre noir sur blanc tous tes métiers et voilà, et fais quelque chose, parce que je n'ai pas fait un métier dans ma vie, j'en ai fait je ne sais pas combien. Et en faisant cet exercice, j'ai mis bout à bout tout ce que j'avais pu faire. J'ai recherché tout, tu sais, les bulletins de salaire, les trucs, les machins. Et je suis retombée sur des trésors et je me disais, ah, j'ai fait ci, ah, j'ai fait ça. Et bien, le ci et le ça permettent qui nous sommes dans ce que nous exerçons toujours à l'instant T, quel que soit le métier en fait. Hein. oui, oui. C'est tellement parfaitement orchestré, mais c'est un truc de malade. Et tu te Oui, dis, mais non, j'ai été caissière à la porte de Versailles sur des salons, bon, franchement, je vois pas de rapport avec ce que je fais. Mais il y a toujours du sens, en fait. oui, oui, Hein, oui, tout a un sens. tout Oui, oui, a un tout à fait. sens. Et quand je suis vendeuse dans un magasin, ben, je sais peut-être m'organiser, je sais ceci, je sais cela. Donc, il n'y a pas à rejeter quoi que ce soit. Et c'est part de nous-mêmes
et ben c'est vraiment tout dans le fil. Et c'est ça que j'aime aussi dans la sophroanalyse. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur l'hypnose humaniste, mais Claude, elle nous a travaillé justement sur la ligne du temps. Tu vois, parce qu'on part de Oui, oui. l'incarnation, voilà, la vie intra-utérine, ma propre naissance, mon évolution de l'enfance et puis l'adulte que je suis. Alors bien sûr, c'est Mhm. forcément dans ce sens-là que ça se passe quand on fait des séances, mais il y a une ligne du temps. Oui. Et il y a cette espèce de cohésion cohérente de notre âme, qui est notre essence, et cette magie, pour ça que je parle de tout ça, qui opère à chaque instant de nos vies. C'est-à-dire que des fois, on se dit, mais c'est tellement loin de ce que je veux faire. Putain, il faut que je quitte ce job ou il faut que je quitte ce mec. Et des fois, tu te dis, mais non, tout ça, c'est super juste. C'est par Ouais. là que je passe pour faire ce que je vais faire. La Mm. preuve, c'est que maintenant, tous ces gens qui changent de job, ils prennent aussi une part de ces acquis antécédents pour pouvoir Mais améliorer bien sûr. leur communication, leur ceci, leur cela, leur savoir-faire. Et je trouve que cette magie-là, elle est juste. Enfin, je Ouais. suis dans un état de gratitude à chaque fois que je relis tout ça. Je me dis, mais c'est génial la vie, franchement. Et en fait, tu vois, ce que tu expliques là, c'est que quelque part, tu sors de la ligne du temps pour la regarder, tu vois. Total. Et en hypnose humaniste, on peut s'ouvrir en conscience de plein de manières différentes, hein. On peut s'élever, on peut s'expanser, mais on peut aussi sortir de l'espace-temps. C'est-à-dire que, en fait, le temps, la linéarité du temps, en fait, c'est quelque chose qui est construit. C'est l'homme qui a construit ça. Et on est maintenu, alors j'ai plus de montre depuis des années, mais voilà, notre inconscient, notre automate, là, il fait en sorte que on garde cette notion du temps. C'était très amusant d'ailleurs quand j'ai enlevé ma montre, ben, j'étais très étonnée de me rendre compte que finalement j'avais accès à l'heure sans savoir l'heure. Donc on me disait il est quelle heure et quand je répondais sans réfléchir parce que si je réfléchissais ça marchait plus. Tac, j'étais à 1 minute près, j'étais juste quoi. Donc l'automate, il gère le temps, il sait le temps qui s'écoule, etc. Mais dans nos réalités de vie, en fait, on parle beaucoup de l'instant présent. Mais quand est-on vraiment, vraiment, vraiment dans l'instant présent? On est souvent dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire on s'angoisse, ou on anticipe, ou on s'impatiente, par rapport à ce qui va venir, ou bien on a du mal à lâcher, ou on regrette, ou on se souvient, etc. Donc, en fait, en tant qu'être humain, on est dans les trois temps tout le temps. Donc on est hors de l'espace-temps quelque part. Mais sauf Exactement. que on reste dans cette illusion de voilà, la seconde après seconde, les choses qui se passent. Alors c'est amusant que tu parles de chemin de vie parce qu'aujourd'hui j'avais un accompagnement. Et ben pareil, c'était une histoire de généalogie en fait. Donc on a aussi des techniques qui nous Génial et logique, permettent. dirait mon amie Anne, elle sera là dans pas longtemps. Je trouve ça joli, génial et logique. Voilà. Généalogie, c'est sublime comme mot. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais du coup, Voilà. j'ai besoin de le dire. Et donc, c'est quelqu'un qui vient en consultation pour une problématique. Et donc, j'écoute, bien sûr, hein, parce on fait pas de l'hypnose à blanc, on a besoin de faire un peu d'anamnèse. Et en fait, très vite, il me parle il comprend pas pourquoi il y a ce problème, depuis qu'il est tout petit, mais sa mère a le même, hein. Bah, on se dit, bah, ok, là, il y a la géniale logique, effectivement, hein, qui est en jeu. Et on a une magnifique technique qui s'appelle les chemins de lumière où on va en fait remonter le fleuve de sa vie et puis on va pouvoir aller nettoyer le fleuve de papa ou le fleuve de maman ou le cours de papa, maman et encore quelques générations avant si nécessaire. Et c'était une séance pleine d'émotions, Alors on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne saura probablement jamais. Et comme l'a dit très justement la personne qui était là, je m'en fiche, je veux pas savoir. Donc, mais en même temps, il y a quelque chose qui a été dégagé, qui a été nettoyé et ça permet d'avoir plus de légèreté, de liberté dans la vie d'aujourd'hui pour cette personne. Bon, après, c'était aujourd'hui, donc j'ai pas encore le résultat, mais voilà. Il se passe des choses incroyables en allant vraiment en ouverture de conscience, agir sur notre arbre généalogique. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi, hein, qui sont vraiment très enrichissantes au niveau humain. C'est que la particularité de l'hypnose humaniste, c'est que pour une part, il y a toute une partie qu'on appelle la thérapie symbolique avancée, et en fait qui est une sorte de mariage entre la psychothérapie et l'hypnose. Et donc on va s'appuyer sur les travaux de Jung, hein, sur les archétypes, sur les symboles, toute cette intelligence-là, pour aller remettre de l'ordre dans nos vies personnelles. Et donc on peut, alors ça c'est Patricia D'Angeli qui a vraiment peaufiné cet aspect-là parce qu'elle est jungienne de formation et voilà, hypnothérapeute, j'allais dire par amour, mais par passion aussi, mais aussi parce que son mari l'est.
Et donc, ensemble, ils ont fait ce bébé qui a un côté où on va vraiment ramener de la lumière là où il y a voilà des choses à il y a de l'ombre hein, donc on va bien mettre plein de lumière et puis ben, le côté plus psychothérapeutique où on se dit ben voilà s'il y a de l'ombre ben, c'est qu'il faut la traverser, il faut aller mettre de l'ordre, il faut aller rééquilibrer tout ça et donc en soignant notre féminin intérieur et notre masculin intérieur par exemple on va retrouver plus d'équilibre dans notre vie. Alors ça change rien au fait d'être un homme ou une femme, on a tous les deux enfin, on a tous les deux facettes hein. Mais on le voit, par exemple, des femmes, j'ai quand même reçu pas mal dans ma patientèle, des femmes qui sont des femmes actives, des femmes, en fait, des femmes qui ont développé un côté masculin très, très fort. C'est-à-dire que si on prend l'archétype du féminin, le féminin, c'est doux, c'est rond, c'est patient, c'est quand on pense à la maternité, on pense à quelque chose de posé, etc. Alors que l'énergie du masculin, c'est aller de l'avant, c'est avancer, c'est construire, c'est voilà, sortir, entreprendre, etc. Et on voit aujourd'hui dans nos sociétés énormément de femmes qui ont un petit peu mis de côté leur féminin, elles s'en occupent pas beaucoup, elles sont pas assez près d'elles-mêmes, elles sont pas assez dans la rondeur, dans la douceur, parce qu'elles ont dû mettre en place un côté, je suis une femme forte, je suis une femme dynamique, je suis une chef d'entreprise, je suis voilà. Et donc l'idée, c'est de ramener un équilibre, c'est d'avoir les deux facettes. Parce que dès qu'on en a une qui est surdéveloppée, ben forcément l'autre va perdre un petit peu de force. Et donc l'idéal, c'est de ramener de l'équilibre des deux côtés. Et faire ce genre d'approche, c'est vraiment, je l'ai vu dans les gens que j'ai accompagnés et même dans ma vie personnelle, ça rééquilibre les choses de manière voilà, Ah, féminin, qu'est-ce qui est blessé dans mon masculin, sans mettre du désordre dans tout ça, quoi. et moi, ça me fait penser à quelque chose quand tu parles justement de cette généalogie. Quand on parle d'hypnose, des fois, comme tu disais, des fois, ça peut faire peur ce mot-là. Et je parle par rapport à la sophranalyse, mais bon, c'est pareil un peu, j'imagine, chez toi. Mais moi, il m'est arrivé quelque chose où justement, au début, je pouvais douter de mes ondes gamma et de me dire, bon, bah, en fait, c'est un souvenir. Parce que tu sais, quand tu parlais, je ne vais pas te couper, mais tu sais, il y a eu des espèces, des fois, d'émergence de gens qui avaient, comme par hasard, tout le monde subi des mêmes... par exemple des attouchements sexuels dans leur enfance avec ce type de régression, etc. Et puis des fois, on peut douter aussi de ce que l'on ressent parce qu'on se dit, bon, bah, si ça se trouve, c'est mon mental, tu vois, qui veut aller chercher cette zone d'ombre-là ou cette information et c'est pas forcément la réalité. Et je vais donner un témoignage là ce soir justement par rapport à ça, c'est que dans cet état hypnotique, entre guillemets, en tout cas de relaxation, de détente, état sophronique, appelons comme on veut, peu importe. Et bien moi, j'avais dans une séance, on me demandait justement, la personne qui m'accompagnait, ma thérapeute, parce qu'en fait j'étais en sophroanalyse moi-même pour pouvoir après accompagner, donc j'étais aussi en thérapie. Et du coup, elle me faisait parler de ma mère. Et je me dis, moi, ma mère, le premier mot, elle me dit, c'est quoi? Je dis, c'est abandon. Je me dis, flûte alors, bon, pas très cool, tu vois. Et je dis, c'est quand même bizarre parce que tu m'insistes avec ma mère pendant toute la séance. Écoute, je suis désolée, mais je vois pas ma mère, quoi. Elle me dit, bon, écoute, c'est pas grave. On continue, toujours pas ma mère, je me vois dans les bras de ma grand-mère. Et je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. J'ai foiré ma séance. C'est pas grave. On continue, on se voit plus, bon, peu importe. Et puis, je te dirais peut-être un an après, je vais chez ma grand-mère, que j'avais pas vue depuis des années. Je tombe sur une boîte en métal, c'est les vieilles boîtes comme tout le monde, on a tous une boîte comme ça chez soi dans sa généalogie. Oui, oui, oui. Une boîte de gâteaux et il y a des lettres. Et je vois, genre 27 avril 1963. Bon, déjà, là, je suis déjà hyper en colère, tu vois, c'est quand même bizarre. La mémoire, elle est là quand même. Hein. C'est pas du tout intellectuel. Hein. Et je vois évidemment l'écriture de ma mère. Hein. Et ça, à l'époque, j'avais une quarantaine d'années. Et je dis, tiens, voilà, bon, ok. Je me dis, tiens, j'ai 3 mois. Ça va très vite, hein, les informations. J'ouvre l'enveloppe, je tire la petite carte et je vois une jolie petite carte. Je ne sais plus le motif, peu importe. J'ouvre la carte et je vois donc bien la date de nouveau. Et elle s'adresse à sa mère et elle dit, maman, je sais pas quoi, je pense bien à vous deux. Et elle parle de moi et elle pense bien à nous deux. Et là, j'aurais pu me dire, je sais pas, peut-être qu'elle était partie faire je sais pas quoi, ou j'étais en vacances. Et là, la colère monte, il y a un truc de malade. Et je regarde ma grand-mère, je lui dis, quoi?
en avril, je ne suis pas avec ma mère, j'ai 3 mois et je ne suis pas avec ma mère. Et là, tout remonte. Et elle me dit, bah quoi? Bah non, tu sais bien, c'est moi qui le gardais et tout. Je lui dis, je ne sais bien quoi. Non, je ne suis pas au courant, tu vois. Je dis, j'ai jamais été au courant, j'étais pas avec ma mère. On m'a dit, bah si, au début, gna gna gna, elle m'a laissé, etc. Et elle t'a repris plus tard, quand tu avais 6 mois. Et là, ma séance avec Elena, elle est remontée et je me suis dit, mais c'est hallucinant, quoi. Donc, Ouais. ne doutez jamais de ce qui arrive. Alors, je mets un bémol, hein, à part si vraiment on a des pathologies psychiatriques, qu'on a envie vraiment de foutre la merde dans la vie des gens. Non, mais tu vois, mais je veux dire, normalement, quand l'information est là, elle est à disposition et Ouais. véritablement, on peut en tout cas le noter et faire confiance. Et un jour, moi, je pensais vraiment pas avoir cette information-là, puisque je ne suis pas en contact avec ma mère, donc je ne pouvais pas avoir l'info. Mais c'était un truc de malade. Et là, Mm. moi qui ai justement pas confiance en moi, du coup là, ça m'a réancré dans mon super large. J'ai des super pouvoirs en fait. Je suis capable d'aller demander à mes cellules, à ma mémoire, à ce qui blesse, à ce qui choque, à ce qui gratte, à ce qui fait mal, à ce qui Mm. hurle. Mm. De cette douleur, bah justement, la thérapie, c'était le contact avec la mère. Et donc, dans la séance, quand je dis je ne suis pas dans les bras de ma mère, mais c'est quand même pas normal, je viens de naître. Et ben oui, j'avais la réponse plusieurs mois Ouais. après. Donc vraiment, faites-vous confiance, je dirais. Je sais pas si tu as une anecdote aussi, toi, par rapport à ça, mais Mais en fait, ce qui est particulier par rapport à l'hypnose humaniste, c'est comme on est dans le monde des symboles, en fait, ça va se manifester au travers d'un symbole. Donc, quand on va soigner le féminin, il comprend en fait tout ce qui a trait à toutes les femmes de notre vie. Et donc, y compris celles qu'on voyait à la télé, etc. Hein. Et donc, quand on s'adresse à la partie blessée, en fait, c'est comme si ça rassemble toutes ces informations, mais sans les personnifier. Ce qui fait on ne voit pas, si on voit en hypnose humaniste, si on voit sa mère, il faut enlever le masque. C'est pas ça qu'on cherche en fait. On cherche pas quelqu'un qu'on connaît. On cherche un symbole qui va contenir l'information. Parce qu'en fait, cette information, elle est beaucoup plus riche et subtile que ce qu'on imagine. C'est comme quand on rêve, si on fait de l'analyse de rêve, on se rend compte qu'en fait, on croit avoir fait un petit rêve de rien du tout, et puis en fait, ça parle de toute notre vie. Et donc, ce qui se passe, c'est que parfois, je vais parler d'une expérience qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai fait appel à une collègue pour faire une séance. Et, euh, et bon, dans toutes les familles, il y a toujours des secrets, des choses qui pèsent. Voilà. Et donc, on fait toute la séance, tout se passe bien. Et puis, elle me dit, et ça va, et comment tu te sens? Et je dis, oh, mais je sens, il y a encore un truc qui coince ici. Et elle me dit, bah, c'est quoi? Mais on est dans le monde des symboles. Donc là, je dois même pas réfléchir. En fait, c'était une enveloppe cachetée avec un gros cachet de cire. Tu parles d'une lettre dans une enveloppe. Et elle me dit, il faut en faire quoi? J'ai dit, pigeon voyageur, quoi. Casse-toi la lettre, allez hop, je veux pas le message, casse-toi. Et en fait, c'était incroyable le soulagement que j'ai eu. Alors, je sais pas de quoi il s'agit. Je sais pas quel secret c'est qui a été dans mes cellules à cet endroit-là. Je sais pas à qui elle appartient. Je sais pas de quoi il parle. Tu sais quoi? Je vais mieux, je m'en fiche. Et donc, il y a quelque chose aussi de très libérateur de. En fait, quand on agit avec nos symboles, on agit en profondeur, c'est cellulaire, c'est immédiat, et le mental vient pas interférer, analyser, évaluer, juger, cataloguer. Non, il peut se poser plein de questions, mais il y a de quoi écrire des romans après. Hein. Il peut se c'est faire ça. plein de films. Mais par rapport à ce que je viens de dire, tu vois, je me dis que bien sûr, ça a du sens aussi sur le sens global de ce que peut ça symboliquement représenter. Après, moi, c'était pas du tout intellectuel. Hein. L'image, elle est arrivée. Après, je suis très visuelle. Hein. Tout le monde n'a Ouais, pas, tu vois, il y en a que ça va être ouais, auditif, il y en a que ça va être visuel. ouais. Mais Il y en a que ça va être Hein. tu parlais des dangers quand même, parce qu'il y a les. Moi, je le vois quand j'ai fait de l'hypnose dissociante. En fait, il y a une technique qui consiste à, si tu as un problème récurrent dans ta vie, mais d'origine inconnue, bah, tu t'accroches au problème, si tu veux, et puis tu remontes jusqu'à l'origine. Et en fait, ce qui m'est revenu, c'est un événement, donc avec des personnes de ma famille, etc. Mais en fait, si je rassemble toutes les informations, ça ne peut pas avoir existé. C'est-à-dire que mon cerveau a reconstruit une mémoire, par contre, qui avait un sens très clair. Donc, dès que j'ai eu l'image, tac, j'avais capté, c'était bon, quoi. Fouf, la libération était là. Mais sauf que ça n'a pas existé. Donc, j'ai assemblé des personnes Bien et un sûr. lieu et une époque,
Mais du coup, dans certaines circonstances, hein, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant, oh, j'ai besoin de vous parce que je voudrais retrouver des mémoires traumatiques pour à- condamner quelqu'un ou Oui, oui. voilà. Je sais en fait que notre boîte mémoire, elle peut se montrer créative. C'est-à-dire que si elle n'a pas accès à ce qu'il faut, ben, elle va prendre des morceaux à gauche, à droite, elle va les remettre ensemble, elle va nous les proposer. Parce que ça a du sens pour nous, tu vois. Voilà. Après, ça dépend aussi le sens qu'on va donner à l'information. C'est Oui, toujours. tout à fait. Moi, j'aurais pu, au moment où j'ai pris ça, je sais pas, moi, en faire tout un pataquès. J'ai pris l'info, j'ai pris l'info. J'étais surprise en disant, c'est bizarre que je sois pas dans la voix de ma mère et c'est ma grand-mère qui arrive. Tu vois, Ouais, après, je veux dire, c'est chacun aussi va construire son univers. Alors, symbolique aussi, hein, le symbole, il peut être aussi en lien avec ton histoire personnelle, même s'il n'y a pas de visage à proprement parler ou d'histoire concrète. Mais ça se co-construit aussi avec le ouais, thérapeute. Normalement, tu n'es pas tout seul à reprendre l'information. Donc, à partir de ce moment-là, normalement, je peux considérer qu'on est dans la bienveillance et que l'autre nous ouais. accompagne sur ce qui peut être perçu comme traumatique ou non, ou Mm, juste mm, informationnel, tu vois. mm, mm. Tout dépend toujours, pareil, de Ouais. la perception qu'on fait des choses après. Et tu vois, c'est pour ça aussi que les symboles, je les aime tellement, c'est qu'ils contiennent énormément d'informations. Je sais pas si, bon, j'imagine qu'on a déjà tous eu un dictionnaire de symboles en main. C'est Ouais. illisible, hein, mais tu peux en prendre 10, tu peux écrire un roman avec la pomme, tu vois. Même si c'est sourcé et que ça vient de telle et telle chose, je sais. Après, on a vraiment toute notre bibliothèque. Hein. Voilà. Et donc, c'est ça qui est riche, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé, bon, il y a des années de ça, on avait fait un exercice en formation. J'ai un symbole qui m'est apparu et tu sais, quand ce sont des enfin, des bons symboles, j'ai envie de dire des vrais symboles, c'est pas une construction mentale. En fait, ça surprend, c'est qu'il y a le symbole apparaît, on se dit, oh, que ça fout là, ça. Et en fait, il est revenu plusieurs fois et chaque fois, en fait, j'ai une autre compréhension. Donc, mon mental s'active après, hein, j'aime bien le Bien sûr. comprendre. Mais donc, il vient après et il vient dire, ah, mais oui, oh, j'avais pas capté ça comme ça. Et donc, il y a aussi dans la richesse du symbole, c'est l'évolution qui contient. Tout à C'est fait. que, ben, à un moment donné, il va prendre ce sens-là pour nous, il va nous aider parce que c'est de ça qu'on a besoin. Et puis plus tard, ben, ça va évoluer et notre compréhension, notre évolution va être accompagnée par le symbole qui peut avancer avec nous finalement. Exactement. Et encore une fois, le symbole, il va se présenter sous des canaux différents en fonction de qui nous sommes. On Oui, n'aura pas, voilà. Et puis, comme tu dis, enfin, moi, je me rappelle d'un symbole, c'était une autruche. C'est Elle était bien apparente, puis sa tête, elle était dans le sol. C'est rigolo quand même, hein, ça parle, tu vois, c'est vraiment des langages universels. C'est vrai que Jung a fait un travail phénoménal par rapport à ça. mm, Mais tu peux prendre un petit, tu lui montres ce que c'est qu'un lion et une autruche. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour ça. Hein. Je pense que d'instinct, il sait exactement de quoi il parle. ben oui, Donc c'est ça qui est magnifique, c'est que ça parle vraiment à tout le monde en fait. Hein. C'est extrêmement oui. accessible. Oui. Et c'est très très riche aussi parce que quand on fait de la thérapie symbolique avancée, on prend le temps d'analyser un petit peu les symboles. Enfin, la personne, elle peut dire ce qu'elle en comprend, Ouais. etc. Et le thérapeute peut la guider. Mais par contre, quand on fait de la thérapie symbolique simple, on n'a pas besoin de savoir en fait. On Non, n'a bien pas sûr. besoin de comprendre. C'est que si on a envie, on peut. Mais du moment qu'on a fait ce qu'il faut avec le symbole, hein, c'est ça toute la magie de la thérapie symbolique, c'est que finalement, ces symboles, la personne les trouve elle-même, ce sont ses symboles, c'est Bien sa sûr. création. Et comme tu disais, ça, quand on est en ouverture de conscience, ça peut être visuel, auditif, kinesthésique, en fait, c'est très intuitif. Moi, par exemple, c'est très bizarre, je suis très visuelle, mais je ne fais pas d'image en transe. Mais par contre, je sais que c'est là. Donc, si tu me demandes de le décrire, je vais te le décrire avec des qualificatifs qui donnent l'impression que je le vois. Mais je vois rien. Mais Ouais. je sais que c'est là et je sais comment c'est. Hein, je voyais ce matin une émission, c'était une petite fille aveugle et elle avait des poupées. Et donc, elle dit, ah oui, elle est belle, elle est blonde avec les cheveux blonds, blonds comme le sable. Elle me fait penser à une plage. Elle n'a pas vu une plage, enfin, elle a touché, mais elle sait pas ce que c'est blond, elle a toute cette imagerie, elle est là, quoi. Bien sûr. Ouais. Et donc c'est ça, c'est cette capacité en fait de s'approprier le symbole et puis de le transformer, parce que quand on aborde une problématique, généralement le symbole pose problème. Hein. Si, je sais pas moi,
j'appelle mon symbole et que c'est un tonneau qui m'enserre et qui m'empêche de bouger, ben, c'est pas très confortable hein, pour Bien bouger sûr, dans la vie. tout à Et fait. là, ben, c'est là que le thérapeute est quand même une aide parce que parfois on est tellement coincé qu'on se dit mais comment je vais en sortir? Donc là, bah, c'est pour ça qu'on est là pour guider finalement, pour dire bah voilà, qu'est-ce que tu vas faire, devenir plus petit, devenir plus grand, et la personne trouve sa solution. Moi, je repense à, j'avais fait une démonstration un jour en formation et c'est un de mes collègues qui venait faire le Kobe. Hein. Et donc il avait une problématique et il me dit ah bah il y a, je sais plus ce que c'était, c'était un gros verre comme ça. Alors d'abord j'avais compris un verre pour boire. Il me dit non 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 un verre comme un verre de thé. Et il voulait passer de l'autre côté, il n'arrivait pas. Et donc, je lui fais plein de propositions. Je dis, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Le pousser, le dépasser, le contourner. Et en fait, à un moment, il m'arrête, il me dit, non, 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 mais j'ai trouvé. Hein. En fait, c'est ça, c'est que parfois, notre muscle de l'imagination, il est un peu rouillé. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir ben, de l'inspiration de quelqu'un d'autre pour trouver la solution qui nous convient. Et tu te souviens Donc, du but, du coup? Il avait fait quoi, ton ver de terre? il était devenu très grand, lui. Et donc, en fait, le ver de terre était devenu tout petit, donc il était passé devant, quoi. Et quand il l'a dit, ben, ça corrélait très très bien avec la difficulté qu'il avait, où il avait besoin de se redresser et de prendre sa place en fait. Et je me suis dit, oh, il a bien trouvé quand même, il est plus malin que moi. C'est ça qui est magnifique, c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on disait aussi avec les fleurs de bac, c'est développer l'autonomie, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est capital, hein, de ne pas remettre non plus entre les mains du thérapeute le pouvoir et la puissance du sauveteur. Oui. Et ça, c'est, je pense qu'il souvent quand on est dans une approche thérapeutique, il faut un petit temps. Hein. En tout cas, dans mon expérience, ça a été comme ça. C'est que bah, le point de départ, c'est je vais apprendre les fleurs parce que j'ai envie d'aider les autres. Hein. Et puis, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis, en fait, il y a ce désir de bien faire. Il y a ce désir d'aider. Et tant qu'il est là, en fait, il y a quelque chose qui est décalé. Alors, la vie, elle se charge aussi de nous apprendre des leçons. Moi, j'ai eu comme ça dans ma patientèle quelqu'un qui, en fait, je me faisais du souci pour cette personne quand elle n'était pas là. Et là, et puis j'étais en supervision et elle m'a complètement recadrée et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, j'essaye de la porter alors qu'elle devrait être autoportante. Mais tant que j'essaye de la porter, bah, ça va pas aller. Et donc, ça a changé ma manière de fonctionner. Elle a cessé de venir parce que ce qu'elle cherchait, cette personne, c'était quelqu'un qui allait la porter. Mais du coup, bah, j'ai plus des gens, voilà, j'ai des gens qui vont vers l'autonomie, en fait, qui cherchent à déployer cette propre autonomie. Cette faculté, bien sûr. Je suis en train Ouais. de chercher la fleur pour l'inquiétude pour les autres, pour le montrer, mais je ne la trouve pas actuellement. Alors, voilà. C'est un extrait, hein, mais c'est du marronnier Ouais. rouge, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voilà, ça s'appelle Red Chestnut. Je mets toujours le petit flacon, mais je ne suis pas sûre qu'on voit. Déjà, il est ouvert, mais voilà. C'est du Ouais. marronnier rouge. Et c'est vraiment pour ceux qui s'inquiètent pour les autres. Ça accompagne tous les grands anxieux pour les autres. Oui, j'ai reçu quelqu'un tout à l'heure qui me disait, ah oui, euh, j'ai une boule au ventre quand je pense à mes enfants. J'étais là, il y a quoi dans cette C'est boule au ça. ventre? Oui, mais il pourrait leur arriver un malheur, ça pourrait être terrible. Bah, j'y vais, voilà. Red Chestnut, effectivement. Exactement. Est-ce que ceux qui sont là ont envie de poser des questions ou pas du tout? Apparemment, il y a un petit pouce en l'air, ce qui est quand même gentil, un truc comme ça. Et puis, non, mais il n'y a pas de questions, il y a juste des badauds. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à l'hypnose humaniste? Alors, j'ai envie de dire que ce qui est parfois déroutant pour les gens, j'ai reçu quelqu'un aujourd'hui qui avait fait une autre expérience d'hypnose et qui était reparti au bout de 20 minutes terrorisé parce que ça n'allait pas du tout. Donc, bon, je me suis dit, OK. Et en fait, ce qui est difficile pour les gens, c'est quand on n'a pas d'expérience de la méditation, de l'ouverture de conscience, c'est que ça demande un apprentissage de se mettre en transe de cette manière-là. Pourquoi? Parce que notre état naturel, c'est que naturellement, on va avoir tendance à se dissocier. Si on fait un long trajet en voiture, parfois on arrive à la sortie, on se dit, ah, j'y suis déjà. Ça fait 100 kilomètres que je sais plus où je suis là.
Ça, c'est une forme de dissociation. On est là, mais on n'est pas là. Hein. Et donc, il y a cette chose en nous qui fait que si c'est ennuyeux, on va s'endormir, on va avoir la tête ailleurs, voilà. Et c'est ça que j'appelle se dissocier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est comme si on n'était plus vraiment là. Donc la personne, elle peut continuer à parler, mais voilà, ça passe, ça percole, mais moi, ça passe pas, quoi. Et donc en hypnose humaniste, on a besoin de rester là. Donc on est ici et dans notre corps et dans le fauteuil et ensemble toutes les deux. Et en même temps, on est en lien avec la nature, avec toutes les fleurs qui sont dans la nature, toutes les fleurs du Dr Bach, avec les étoiles qui sont au-dessus de notre tête, le soleil qui est de l'autre côté pour le moment, chez moi en tout cas, avec la terre, avec tous les mouvements qui se passent, avec tous les êtres vivants, avec tout. Et donc on tisse du lien avec tout. Mais ce qui fait que pour notre esprit conscient, c'est impossible en fait d'être ici et partout en même temps. Du coup, notre automate prend le relais. Mais ça demande un apprentissage parce que le plus simple, c'est de faire oh, vas-y, cause toujours. Je dors dans le fauteuil. Et donc, souvent, les gens qui ont déjà fait de l'hypnose, quand ils commencent l'hypnose humaniste, ils sont pas convaincus qu'ils sont en transe. Parce qu'ils parlent, parce que quand ils déglutissent, je dis ah, t'as senti là, t'as dégluti. Hein, parce que je les fais parler. Alors, un jour, il y en a un qui m'a dit ah, ça m'ennuie quand tu me fais parler, ça me fait revenir. Je dis t'as qu'à pas partir, alors reste ici. Hein, et donc, c'est une autre forme de transe. Donc, c'est parfois un peu déroutant quand on a l'habitude de l'autre forme d'hypnose, de découvrir l'hypnose humaniste, parce qu'on doit en fait désapprendre ce qu'on sait déjà pour vraiment être dans cet état de présence. Hein, on pourrait l'appeler comme ça aussi. C'est qu'on est présent et conscient de tout ce qui se passe en même temps. Oui, Alors, ouais, excuse-moi. et je dis l'avantage aussi, c'est que quand tu fais de l'hypnose dissociante, tu t'es endormi quelque part. Alors, c'est pas vraiment le terme, hein, mais voilà, tu t'es dissocié. Et donc, on peut pas, quand c'est fini, dire bon, c'est fini, ouvre les yeux, c'est bon. C'est que si c'est parti un peu plus loin, il faut revenir. Tandis qu'en hypnose humaniste, quand c'est fini, c'est vas-y, ouvre les yeux. Et en fait, on garde 20 minutes cet état comme d'hyper-conscience, d'hyper-éveil. Alors, quand je vais en formation à Paris, là, on fait de l'hypnose toute la journée. Alors, c'est amusant de voir toutes les synchronicités. C'est que je sors pour aller prendre le métro. Il y a quelqu'un qui m'ouvre la porte. Quand j'ai une valise, on me la porte dans l'escalier. Je descends l'escalier, la rame arrive. Il y a justement une place assise. Enfin, c'est comme si tout devient fluide, tout devient... ça se passe naturellement, en fait. Hein, et c'est ça un des critères qui nous fait voir qu'on est aligné ou pas. C'est que quand les choses sont fluides, quand elles sont douces, quand ça se passe bien, quand on sent qu'on est en phase avec les autres, avec nous-mêmes, avec la nature, en fait, c'est là qu'on sait qu'on est sur la bonne voie. Hein, et à ces moments-là, on n'a pas toujours besoin de fleurs d'ailleurs, hein, on ne les prend pas non plus. Et puis, parfois, ça se rétrécit, ça coince, ça grippe un petit peu. Moi, j'appelle ça du velcro parce que le velcro, il y a un côté tout doux, mais il y a un côté qui gratte quand même. Hein. C'est ça. Et là, on se dit, ok, il y a quelque chose à faire. Alors, moi qui suis une grande agrimonie, hein, quand même. Alors, si tu as de la fleur, tu peux la montrer, mais Oui, du coup, j'ai chaud. En fait, agrimonie, c'est vraiment, c'est je vais bien, tout va bien, voilà, donc je garde le sourire envers et contre tout, voilà. Et donc le challenge quand on a ce genre de personnalité, c'est que quand ça gratte un petit peu comme le velcro, on fait rien. On attend que ce soit, tu sais, du papier émery, mais tu sais, comme pour décaper des gros murs, là, qui t'arrachent tout à fait la peau, et là tu fais, ah, peut-être qu'il faudrait s'en occuper. Aïe, ça saigne. Aïe, ça saigne, mais c'est pas grave, hein. On s'en fout, même pas mal. On s'en fout, voilà. Et ma constatation aussi au travers des fleurs, de tout ce que j'ai fait, c'est que ce qui nous fait le plus souffrir, plus que toutes les émotions, c'est la résistance. C'est de ressentir quelque chose et de pas vouloir, de pas accepter, de se dire non, je veux pas ce truc-là. Hein. Et donc toutes les approches, comme celles que tu proposes, comme l'hypnose humaniste, comme les fleurs, ce sont des approches qui vont vraiment accompagner dans ce qui va pas. C'est-à-dire qu'on va l'accueillir, on va lui faire une place, on va prendre le temps de constater c'est quoi qui coince, c'est quoi qui dérange, c'est quoi qui bloque, sans juger, comme tu disais, il n'y a ni bien ni mal, c'est comme ça. Hein, voilà. Ouais. Faire avec,
C'est ce que je dis Oui. souvent. Hein. C'est vrai que quand on lutte, quand on est en rébellion, en rebellitude, j'allais dire, bah, c'est comme tu dis, là, d'un seul coup, la rame du métro va pas arriver parce que, ah là, pétard, il faut que ça arrive. Bah, ça arrive. Donc tout va bien, en fait. Non, mais c'est ça. Et là, c'est là où c'est compliqué à vivre dans ces moments-là. En fait, toute la vie devrait être hyper connectée comme ça. Enfin, nous devrions, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas une injonction, hein, parce que je m'inclus dans ce on. Hein. C'est pas, voilà, je suis pas dissociée du reste. Mais dans ces moments-là, c'est sûr que quand il y a de la résistance, c'est plus compliqué. Et en même temps, c'est un signal. Moi, je me dis finalement que si on était tout le temps, en fait, nous sommes des êtres de contraste. On aime bien que les choses changent. S'il y avait que le jour, s'il y avait que de l'ensoleillement, Je vais te donner un exemple. en fait, on s'ennuierait. Moi, j'ai vécu pendant quelques années en Floride où le temps était magnifique tous les jours. On n'ouvre même pas les rideaux. On sait qu'en fait, dehors, il y a le soleil. Qu'est-ce que j'étais heureuse de retrouver la grisaille ici en Belgique avec mettre les manteaux et les écharpes. Alors après, quand on est 6 mois dans les manteaux et les écharpes, qu'est-ce qu'on est content d'avoir le soleil. C'est clair. Mais ça m'a fait prendre conscience que, en fait, on a besoin de ça, qu'il y ait des fluctuations. Faut pas que ce soit monocorde. Oui, t'allais dire, vas-y. Ouais, j'allais donner un exemple concret. En fait, ça m'est arrivé vendredi dernier, mais c'est par rapport à la résistance et par rapport justement au manque, parce que c'est aussi des thèmes que j'ai déjà abordés ici, et à l'acceptation du manque pour aussi reprendre du plaisir avec ce qui n'a pas été et donc ce qui redevient. Vendredi, j'ai voulu faire du zèle avec ma salle de bain. J'ai mis du vinaigre blanc un peu partout, sur la robinetterie, machin, trop contente. Et puis, qu'est-ce qui va se passer dans mon cerveau? Mais je me dis, mais il y a des moments, faut arrêter, quoi. Bref, j'ai mis de l'eau bouillante pour après retirer les excédents de vinaigre blanc. Et là, j'ai niqué la plomberie. C'est-à-dire que le mitigeur, d'un seul coup, j'étais ailleurs, j'étais en train de faire autre chose dans l'appartement. Et là, d'un seul coup, j'ai entendu de l'eau jaillir de ma douchette. Et d'un seul coup, je ne pouvais plus fermer le truc parce que tout était bousillé, en fait. Donc voilà. La surprise, est-ce que j'ai résisté à ça? Non, c'est comme ça. Voilà. Donc j'étais un peu en panique. J'ai appelé à droite à gauche savoir où étaient les robinets d'arrivée d'eau dans l'appartement parce que je n'avais pas connaissance de ça. Donc pour la petite histoire, il y en a un dans l'appartement pour l'eau chaude et sur le palier pour l'eau froide. Va savoir Charles, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai eu un voisin très gentil qui est venu faire un espèce de check-up de tout ça en me disant, de toute façon, on n'a pas le choix. Là, il faut vraiment changer le mitigeur. J'ai dit, OK, bon, là, nous, confinés du samedi matin jusqu'au lundi matin, donc pas de mitigeur. Donc là, qu'est-ce que tu veux résister à ça? J'ai fait des allers-retours pour aller fermer, revenir, machin, de l'eau froide. C'est rigolo, c'est pas grave en soi. Mais j'aurais pu me mettre en vrac tout le week-end pour ça. Oui, oui, tout à Du fait. coup, j'ai remercié parce que ce fameux Christophe est venu super gentil. J'ai échangé avec lui. J'ai enfin un voisin que je connais, donc avec lequel je peux échanger. Du coup, sa maman est venue aussi. On a discuté et un autre voisin. Et je me disais, la fin de l'histoire, c'est quand même génial. C'est qu'il est revenu le lundi, parce que le lundi, c'était ouvert. J'ai pu acheter un nouveau mitigeur. Et il l'a mis à la place. Donc, ça m'a épargné évidemment tout un truc d'appeler les plombiers en urgence, patin coup fin. Et en même temps, j'ai fait des découvertes fantastiques. Donc, je me dis, voilà, la vie est bien faite aussi. Et dans cette résistance que j'aurais pu émettre par rapport à j'ai pas d'eau chaude, tu te rends compte, j'ai pas d'eau froide, c'est la galère, j'en peux plus. Finalement, c'était Voilà. super. Voilà. Et quand il n'y a pas de résistance, franchement, des fois, la vie est plus cool. Alors, attention, je ne suis pas en train de donner un exemple en disant que je suis tout le temps comme ça sur tous les exemples de ma vie. Mais en tout cas, là, c'était vraiment une jolie leçon. Oui. En disant, mais qu'est-ce que j'ai été me foutre de l'eau bouillante sur la robinetterie, qui fonctionnait très bien avant. Hein. Mais donc, voilà, c'est rigolo de se dire qu'on peut toujours avoir une lecture aussi de l'enseignement de tout ce que l'on vit en fait. Et encore une fois, je réinsiste beaucoup parce que c'est des fois des choses qui m'énervent de penser qu'il faut absolument s'habiller, avoir un contexte de déco, de l'encens par-ci et des plumes dans le je sais pas quoi par-là pour se dire qu'on est spirituel. La spiritualité, elle peut aussi se trouver dans un truc qui pète chez soi. Comment je réagis en fait?
Et ça, c'est vraiment très spirituel. Pour le coup, c'est un signe de mon impatience, de ma peur, de ceci, de cela, de ma rumination mentale. Enfin, je ne vais pas reparler des fleurs, mais comment j'agis. Et là, ça peut me transcender justement à travers un acte qui paraît mais complètement déconnecté de la spiritualité. Et je pense qu'il faut vraiment resacraliser chacun de nos instants de vie. Mais oui, il n'y a pas de spiritualité si elle n'est pas incarnée, en fait. Exactement. Il y a un très très bon livre qui s'appelle Après l'extase lessive, qui a été écrit, je crois que c'est par Jack Cornfield. Et donc, quand j'ai fait l'école de la présence thérapeutique de Thierry Janssen, il nous avait proposé de lire ce livre. Et en fait, il explique, Jack Cornfield, dans ce livre, tous des gens qui sont vraiment je vais pas dire des gourous, mais des gens qui sont admirés par tous pour leur spiritualité, les choses merveilleuses qu'ils partagent. Et en fait, tu lis ce livre et tu te dis, c'est des grands cons. Ils ont une vie horrible, ils font des choses atroces, enfin des choses qui sont vraiment pas spirituelles. Sans jugement, hein. Donc, et là, on se dit, ok, ben en fait, on peut incarner des choses très spirituelles et en même temps, on peut être complètement nul à côté. C'est ok. L'un n'empêche pas l'autre et c'est pas l'un ou l'autre. Et donc, effectivement, moi, je sais qu'il y a des moments où je suis vraiment dans cette connexion, tout est fluide, tout se passe bien, etc. Et puis d'autres, pas du tout. Hein. Et du coup, moi, ce qui a été souvent une de mes quêtes, c'était de développer, j'appelle ça développer mon ressort. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir plein d'outils, d'avoir plein d'approches, etc. Mais le truc, c'est comment est-ce que je vais rebondir quand ça va pas? Ben, c'est ça le truc. C'est ça la clé. Voilà. Ça, on est d'accord. Voilà. Et donc ça a été, il m'a fallu quelques temps pour comprendre qu'en fait, plus je rebondis vite, moins c'est difficile. Parce qu'avant, j'attendais que ça soit vraiment, grave. Parfois, ça m'arrive encore. Hein. Je fais des petites retours en arrière en me disant, bon, je vais vraiment aller jusqu'au fond du trou pour me dire que, là, j'ai les pieds, je peux remonter. Mais finalement, j'ai pas de jugement pour ça. C'est qu'avant, je me disais, c'est quand même honteux avec les méthodes que tu connais, tu devrais aller mieux. En fait, j'ai le droit aussi d'aller mal à certains moments et c'est ok. Hein, et cette idée de ni bien ni mal, hein, j'aime bien, c'était Shakespeare qui disait ni bien ni mal, seul le penser le rend ainsi. C'est que dès qu'on va porter un jugement, en fait, la souffrance va venir. Hein, moi, ça m'est déjà arrivé d'être profondément triste, de pleurer toutes les larmes de mon corps, et c'était ok. D'être très en colère, et c'était ok. C'était pas mal. C'était une bonne énergie qui circulait à propos. J'étais tout à fait sereine et en colère. Hein, et donc, c'est vraiment ce parcours, en fait, des fleurs, des émotions, que ce soit par l'hypnose, par la sophroanalyse, c'est de rester lié à qui nous sommes profondément. Et ça, c'est un chemin, un petit pas à la fois, un petit peu chaque jour. Chacun en fait de notre mieux. Parfois, c'est nul, parfois, c'est super. Et voilà, c'est la vie, quoi. Alors du coup, toi tu enseignes parce qu'on va s'arrêter là, ça fait 1 heure, je ne sais pas si on a encore 1h05, mais si on est limité dans le temps ou pas, donc j'ai pas non plus envie que ça nous coupe la chic sans se dire au revoir. Mais du coup, toi tu exerces à Paris et en Belgique? Non, à Bruxelles. Que à Bruxelles. Oui, à Bruxelles. Ok. Oui. Enfin, je suis parfois en Aveyron, mais généralement je n'y travaille pas trop, un petit peu quand même. Ouais. Ok, et du coup, tu dispenses aussi, comme je l'ai dit au tout début, des cours de fleurs de bac niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Niveau 3, oui. Voilà, sur la Belgique. Oui. Voilà, et moi j'ai eu la chance de t'accompagner en tant qu'apprentie formatrice niveau 1 et niveau 2. 2 fois, et avec Christine Meunier, que j'inviterai aussi une autre fois, parce que je lui ai promis, puis ça me ferait vraiment plaisir. Et donc voilà. Et du coup, je mettrai la vidéo sur IGTV. Je vais te taguer de nouveau pour ceux qui ont envie de rentrer en contact avec toi et qui sont en proximité. Et puis comme ça permettra aussi de garder du lien. Et puis pour ceux qui le savent pas, des fois je conclue comme ça, mais tout le monde n'a pas Instagram ou Facebook. Donc, du coup, moi, je le mets sur ma chaîne YouTube après. Et si vous avez envie d'y aller, du coup, si vous avez envie de partager cette vidéo en disant, tiens, j'aimerais te faire découvrir Véronique ou Nathalie, et vous pouvez y aller et la récupérer, en tout cas l'écouter comme ça. Ça fait du lien. Voilà, ça dit un petit coucou. Et merci de tout cœur, Véronique. Merci à toi. C'était très bon de te voir.
Bah C'est oui, gai d'avoir un rendez-vous démasqué quand même, hein. exactement. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure parce qu'on a une petite réunion Ouais. perso sur la petite école des fleurs de bac. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des 2 associations qui sont reconnues en France par le Centre Bac pour pouvoir dispenser nos stages de folie pour devenir conseiller agréé fleurs de bac ou pas, juste les découvrir ou approfondir ou après devenir conseiller. Et voilà, ben, je t'embrasse Véronique. Et je vais juste ajouter que pour le moment, là, il y a une cellule de soutien aussi à C'est la vrai. petite école des fleurs de bac. Et donc, si on a besoin d'un conseil, voilà, pour traverser cette période qui est difficile quand même, hein, pour beaucoup, eh bien, on peut prendre contact, c'est gratuit, avec une conseillère pendant une demi-heure. Et puis, elle aide à trouver, ou elle, oui, là, hein, parce que il y a des messieurs aussi, nous Exactement. aide à trouver les fleurs. Alors, je suis en train de marquer, voilà, c'est comme ça. Hop là, la petite école des fleurs de bac. Vous allez chercher les 5 lettres et vous allez trouver sur Internet. Et il y a la Covid, donc cellule de soutien Covid pour ceux qui ont envie. C'est une petite demi-heure qui sont offertes par des conseillers agréés un petit peu partout en France et en francophonie. Et donc, vous avez une liste avec des noms de personnes que vous pouvez demander, avoir un petit créneau horaire en fonction de ce qui est proposé, bien sûr, dans le tableau Excel. Et ça vous permet aussi d'accéder à des informations sur vous, sur vos émotions. Et voilà, c'est déjà une première approche pour ne pas perdre le pied émotionnellement dans cette période de crise Oui, un peu compliquée pour certains en tout cas. oui. Bisous à tous, merci d'avoir été présents comme Mm. d'habitude. Et puis merci à toi Véronique. Merci Nathalie. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao.